Les câbles emmêlés tirent le chalutier Antares, le faisant pencher à tribord et chavirer. Le sous-marin traîne le chalutier retourné à la surface jusqu'à ce qu'il entraîne l'Antares sous l'eau et que les câbles se rompent. Le Firth of Clyde, à l'ouest de l'Écosse, était autrefois un site de pêche réputé pour sa vie marine. Finalement, la pêche industrielle au chalut a été interdite en raison de l'effondrement des principaux stocks de poissons. Mais avant cela, entre 80 et 100 chalutiers travaillaient souvent dans ces eaux, généralement de petits navires, mesurant entre 10 et 21 mètres de long. Ces bateaux visaient des poissons de fond comme la morue, l'aigle fin, le merlan et le lieu noir. Le chalutier Antares, construit en 1965 et basé à Caradale, faisait partie de ces navires de pêche. C'était un chalutier en bois à poupe avec un équipage de 4 personnes, mesurant un peu plus de 17 mètres de long et environ 3 mètres de large, capable de naviguer jusqu'à 8 nœuds de vitesse. En novembre 1990, Antares était équipé pour la pêche pélagique. La pêche dans le Firth of Clyde était rentable mais risquée, en raison des eaux profondes, des forts courants et des marées rendant la navigation difficile. C'était aussi une zone importante pour la marine britannique. La base navale de Sa Majesté, Clyde à Faslane sur le Gare Loch, était une importante base de la Royal Navy et le centre de la flotte de sous-marins nucléaires britanniques, dont certains étaient équipés de missiles Trident. La base accueillait plusieurs escadrons de sous-marins nucléaires et diesel. L'un d'eux était le sous-marin d'attaque de classe Trafalgar, le HMS Tranchant, qui embarquait 120 membres d'équipage. Le Tranchant était un sous-marin à propulsion nucléaire, long de 82 mètres, large de 9 mètres, y compris ses ailerons de contrôle, et haut de 15 mètres de la tête du kiosque jusqu'à la quille. Le 12 novembre 1990, le HMS Tranchant quitte la base de sous-marins de Clyde à Faslane pour servir de navire-école à 6 officiers stagiaires suivant le Perisher Course, le programme le plus difficile de la marine pour évaluer l'aptitude au commandement d'un sous-marin. Avant chaque exercice, le capitaine du Tranchant confie le contrôle à l'instructeur, qui le transmet à l'élève évalué. Pendant chaque exercice, l'élève accomplit toutes les tâches de commandement pendant que l'instructeur observe. Le 17 novembre, après avoir terminé la première phase d'entraînement entre l'Écosse et les îles Féroé, le Tranchant entre dans le Firth of Clyde pour la phase côtière avec les 4 candidats restants. Le dimanche soir, 18 novembre, le chalutier Antares quitte Caradale pour pêcher dans la fosse profonde de Butt Sound, au nord-est de l'île d'Aran. L'équipage pêche habituellement du lundi au jeudi et rentre chez lui le week-end, respectant une règle du Scottish Office interdisant la pêche dans le Lower Clyde de 18h à minuit le dimanche. Butt Sound était un lieu de pêche populaire. Antares remplit sa cale et navigue vers les quais au nord-est des zones de pêche pour décharger sa prise. À 17h30 le 21 novembre, Antares quitte Largue pour Butt Sound. À 18h dans le chenal de Hunterston, au sud de Largs, Tranchant mène un exercice avec un élève du Perisher comme capitaine de service. L'élève doit simuler la pose de mine contre le navire de surface HMS Charybdis. Au même moment, Antares atteint la fosse profonde de Butt Sound, où 2 autres chalutiers, Héroïne et Hercule III, pêchent déjà. Antares entre au sud de la fosse, lance son filet au sud-est d'Héroïne et commence à remorquer vers le nord-ouest. Antares emploie un grand chalut pélagique, tracté par 2 longs câbles d'acier nommés funes pour capturer des poissons de banc comme la morue et le merlan. Chaque fune est un câble d'acier de près de 500 mètres allant des treuils du pont et traversant des poulies ou portiques de chaque côté de la poupe. Elles sont marquées tous les 45 mètres pour que le capitaine estime la longueur déroulée selon la profondeur. Chaque fune est attachée à une lourde porte de chalut rectangulaire qui garde le filet ouvert horizontalement. Le haut du filet est plus large que l'extrémité, ce qui guide les poissons vers la queue. Remorquée à 3 à 5 nœuds, la traînée génère plusieurs tonnes de traction réparties entre les funes et les portes de chalut. Le capitaine règle profondeur et écartement avec le treuil hydraulique en ajustant également les 2 funes.
Antares a un support central à la poupe qui supporte la charge de traction, allégeant ainsi l'équipement. Le système agit comme un grand parachute sous-marin, maintenu ouvert par des câbles et des panneaux lors de son déplacement. Pendant la traction, le capitaine d'Antares informe par radio VHF celui d'héroïne qu'il montera vers le nord, tournera à l'autre extrémité puis ira dormir pendant qu'un équipier le remplacera. Les chalutiers pélagiques du détroit de Butte longent la tranchée et ne tournent qu'aux extrémités nord et sud. Pour tourner, le capitaine augmente d'abord la vitesse à pleine puissance, ce qui soulève le filet du fond marin. Il fait ensuite pivoter brusquement le navire de 90 degrés et maintient ce cap jusqu'à ce que la tension revienne sur l'engin de chalutage. Le début du virage dure environ 4 minutes. Il fait un autre virage de 45 degrés, continue jusqu'à retendre l'engin, puis effectue le dernier virage de 45 degrés pour finir le demi-tour de 180 degrés. Le virage complet du début à la fin prend environ 15 minutes. En virant à tribord vers la droite, les deux câbles se tendent sur l'arrière tribord. Le câble extérieur, qui est dans ce cas le câble bâbord à gauche, supporte plus de charge et sa porte de chalut remonte plus haut dans l'eau, donc le câble bâbord se trouve plus haut que celui de tribord, presque comme un avion qui s'incline vers la droite. Lors du virage, le filet se resserre et rapproche les câbles, l'équipage veille donc à ce qu'ils ne se croisent pas. Le chalutier est le plus vulnérable pendant le virage, donc le timonier reste à la passerelle pour ajuster la trajectoire au fur et à mesure de la manœuvre. Vers 22h30, le membre d'équipage à la barre informe sa femme qu'ils sont derrière l'île d'Aran et qu'il réveillera le capitaine à 2h30. Les trois chalutiers continuent de pêcher toute la nuit sans autre contact radio. Au chenal de Hunterston, le sous-marin tranchant finit de poser des mines et part au sud pour que la frégate Charybdis le recherche et qu'il s'entraîne à l'évasion. Cette phase implique des changements fréquents de cap et de vitesse pour éviter d'être détecté et trouver une occasion d'attaquer Charybdis. À 1h du matin, le 22 novembre, il y a une relève de quart au centre de commandement du sous-marin. Mais le même élève reste capitaine de quart. À 1h31, Tranchant remonte au périscope pour repérer Charybdis avant une attaque simulée. L'élève capitaine de quart observe à travers le périscope et ne voit que la frégate en surface. Ensuite, le sous-marin replonge. Le sonar est le principal moyen pour les sous-marins de détecter d'autres navires. Il fonctionne selon deux modes, actif et passif. En mode actif, le sous-marin envoie des impulsions sonores qui rebondissent sur les objets et reviennent sous forme d'échos, indiquant leur position. En mode passif, qui est toujours activé, le sous-marin écoute les bruits provenant des autres navires. Grâce à l'azimut et à la fréquence du son, les opérateurs sonars expérimentés identifient le type de navire et sa distance au sous-marin. Les bruits des navires de surface viennent surtout de l'hélice. Les grands navires ont des hélices lentes, les petits des rapides. Même un navire à l'arrêt peut être entendu sous la ligne de flottaison si des machines fonctionnent, mais un navire ou objet silencieux reste indétectable par sonar passif. Tranchant possède plusieurs réseaux sonars pour capter bruit, intercepter transmission et recevoir le sonar actif d'autres bâtiments de guerre. À 1h58 du matin, le sonar du tranchant détecte un contact proche à 350 mètres, alors que le sous-marin vire à 180 degrés à bâbord. Peu avant 2 heures, l'instructeur arrête l'exercice tandis que le tranchant, stabilisé sur un cap de 150 degrés, navigue à 6 nœuds à 60 mètres de profondeur. Après l'exercice, le Charybdis se dirige au nord-ouest vers le Cork d'Aran pour retrouver le HMS Otter, qui mène des exercices similaires plus au nord. L'instructeur demande au capitaine de quart de rester sur place et de se tenir prêt à transmettre le commandement au prochain élève pour qu'il démarre son exercice d'ici. L'instructeur quitte la salle de contrôle pour débriefer le capitaine dans la salle des officiers. À 2h04, le capitaine vire à tribord, puis à 2h09, le tranchant suit un cap de 315 degrés, toujours à 6 nœuds et 60 mètres de profondeur. 4 contacts apparaissent au sonar 1 minute plus tard.
Le sonar passif du tranchant détecte 4 contacts. M01 est identifié comme le navire de guerre Charybde en éloignement. Les contacts 03 et 05 sont des bateaux de pêche, tandis que le 45 est enregistré comme caboteur, mais pourrait aussi être un bateau de pêche. En surface, les vigies de la Charybde observent 2 chalutiers se croiser, Héroïne vers le nord-ouest et Antares vers le sud-est, à environ 370 mètres bâbord sur bâbord. Le contrôleur sonar annonce « Contact 05, légèrement à l'avant bâbord, relèvement 304 degrés ». Cela signifie que le bateau de pêche apparaît juste devant, sur le côté gauche du sous-marin. Ce que l'opérateur sonar ne sait pas, c'est que la source du bruit n'est pas unique, mais qu'il s'agit de 2 navires, Antares et Héroïne. Leur relèvement se superpose sur le sonar passif, qui ne donne pas la distance. Les 2 chalutiers semblent alors n'en former qu'un, dans la même direction. À 2h13, le contrôleur sonar signale le contact 05 comme cible bruyante à relèvement stable, indiquant une direction inchangée depuis le sous-marin. Le navire pourrait suivre une trajectoire parallèle au sous-marin, sa distance variant. Un relèvement stable empêche l'équipage de calculer la distance. Ils ignorent la distance du navire. Pour la déterminer, ils doivent effectuer une manœuvre de relèvement selon des ordres permanents. Ils doivent changer de cap ou de vitesse pour forcer le relèvement à changer, mais ils ne changent ni leur cap ni leur vitesse. À 2h16, le contact 05 est signalé au 306 degrés, se déplace lentement à droite et affiche 35 décibels au sonomètre. À ce moment, Antares effectue son virage habituel vers le sud de son chalut et accélère pour remonter son filet. À 2h17, le relèvement du contact 05 passe de 306 degrés à 322 degrés. Le bruit s'intensifie, l'opérateur sonar indique qu'il se déplace vite à droite. Pendant que le capitaine de quart passe le relais à l'élève suivant pour le remplacer, il réagit au rapport sonar d'un contact proche à tribord, sur leur droite, et ordonne 15 degrés à la barre à bâbord, un virage à gauche. Il augmente ensuite ce virage jusqu'à 30 degrés. À 2h18 du matin, tranchant cap 300 degrés et contact 05, cap 355 degrés, se croisent à environ 180 mètres en surface. En surface, le veilleur de Héroïne observe Antares virer à tribord pour débuter un nouveau remorquage vers le nord-ouest. Il observe ensuite Hercule 3 remorquant vers le sud-est. Devant, le capitaine de tranchant ordonne un cap à 260 degrés. 45 secondes plus tard, les officiers et l'équipage dans la salle de contrôle de tranchant entendent des bruits de métal frappant et raclant alors que le sous-marin entre en collision avec Antares, le chalut, les câbles et l'équipement d'écartement. Le câble de remorquage tribord lâche à droite touche en premier, suivi du câble de remorquage bâbord tendu à gauche, qui s'accroche sur le côté droit de tranchant et se coince sous la plaque de base du paristome, qui est un petit logement sonar situé à l'avant du massif. Les câbles emmêlés tirent Antares à droite, le retournant. L'eau de mer entre vite par la fenêtre ouverte de la passerelle tribord. Tranchant traîne le chalutier retourné à la surface jusqu'à ce qu'il soit entraîné sous l'eau et que les câbles se rompent. Antares refait surface à l'envers, avec seulement l'avant de la proue visible. Le contrôleur sonar signale qu'un filet de chalut a sûrement été accroché. Le capitaine ordonne l'arrêt des moteurs. Au moment de l'impact, l'officier de navigation trace la position du tranchant à 55 degrés, 39 minutes et 5 secondes nord, 5 degrés, 3 minutes et 3 secondes ouest, avec un cap estimé entre 285 et 289 degrés. L'officier de quart ordonne à l'équipage de se préparer à remonter à la profondeur du périscope, lançant ainsi la procédure standard. Tout le monde se verrouille à son poste et attend les instructions. 45 secondes après la collision, l'enseignant et le capitaine du tranchant entrent dans la salle de contrôle après avoir entendu le bruit et l'officier de navigation les informe de la situation. Après une brève évaluation à 2h22, l'enseignant prend le commandement au capitaine de quart et ordonne une avance lente à 5 nœuds avec 30 degrés à bâbord, plaçant le tranchant sur un cap de 0,90 degrés. Le sous-marin remonte alors à 37 mètres de profondeur.
L'enseignant attend la certitude de l'absence de navire en surface avant de remonter. L'équipage cherche des contacts en surface et tente de localiser le contact 05, mais il ne l'aperçoit pas au sonar. Avant que le tranchant ne se stabilise sur un cap 090°, l'opérateur du téléphone sous-marin capte un son décrit comme une perturbation de la mer, suivi d'un bref sifflement d'une hélice qui monte en régime, ne durant que 5 ou 6 secondes. Le bruit de l'Antares en train de couler. À 2h39 du matin, après avoir évité tout contact en surface, le tranchant remonte à la profondeur du périscope. Le professeur observe la zone et voit 2 bateaux de pêche proches, Héroïne et Hercule III, sans autre contact rapproché avec le sous-marin. Ils relèvent leur mât radio et prennent contact avec Charybde pour demander si des bateaux de pêche ont signalé des problèmes. Charybde répond n'avoir rien entendu d'inhabituel. Le professeur rend le contrôle au capitaine du tranchant pour finir la remontée. À la surface, le veilleur de l'Héroïne et le capitaine de l'Hercule III échangent par VHF. Ils ne voient non pas la lumière de l'Antares ni le navire sur leur radar. Ils supposent donc qu'il s'est déplacé vers le sud, hors de la zone, et continuent à pêcher. Temps calme, vent faible et variable, ciel clair, visibilité d'environ 7000 nautiques. La mer est à environ 11 degrés Celsius et l'air à 6 degrés Celsius. Aucun courant de marée notable dans la zone. À 2h52, le tranchant fait surface sous le commandement du capitaine. L'équipage inspecte le navire et découvre un câble et une chaîne autour du dôme de Paris, du sous-marin. Le câble part à tribord, où la chaîne est intégrée au plastique renforcé du dôme. Il contourne l'avant du dôme, plonge côté bâbord et traîne vers l'arrière sous tension. L'équipage du tranchant utilise des coupe-boulons. La plupart du câble et du filet sont coupés et tombent au fond marin. Le reste du câble et de la chaîne est gardé comme preuve. L'enseignant recontacte Charybdis pour savoir si quelque chose d'inhabituel a été remarqué. Réponse négative. Il diffuse un message sur la VHF, canal 16 et d'autres canaux, appelant les 2 bateaux de pêche vus plus tôt au sud des Combres. Le veilleur de Héroïne entend l'appel mais l'ignore, pensant qu'il concerne d'autres bateaux, car Héroïne est déjà au nord des Combres. Vers 3h15 du matin, après n'avoir rien entendu à la radio, l'enseignant signale l'événement à la salle des opérations de Fastlane. Il informe que Tranchant a heurté un filet de pêche, mais pense que le bateau concerné est sauf. À 4h10 du matin, la salle des opérations de Fastlane transmet les rapports au centre de coordination du sauvetage maritime de Clyde. Le centre de sauvetage de Clyde cherche plus d'informations et lance un message sur la VHF Canal 16 au bateau de pêche au sud des Combres, sans réponse. À 4h15, l'officier des opérations de Fastlane appelle le secrétaire de l'association des pêcheurs de Clyde pour signaler l'incident. Tranchant reste en surface pendant que le capitaine évalue. Un des 2 chalutiers passe près, mais aucun contact n'a lieu entre les navires. À 5 heures précises du matin, avec des conditions de surface calmes, aucune alerte de détresse et seulement des dégâts mineurs, le capitaine décide de poursuivre l'exercice d'entraînement. Ils préviennent Fastlane, puis Tranchant replonge et reprend ses opérations. Plus tard dans la matinée, le secrétaire de l'association des pêcheurs de la Clyde vérifie les ports locaux pour des nouvelles du navire, mais personne n'est informé d'un incident. À 8h47, il rappelle le centre de secours de la Clyde, les pressant d'identifier le navire impliqué et de confirmer sa sécurité. Le centre de secours de la Clyde contacte les chalutiers locaux. À 9h43, après discussion avec le capitaine de l'Héroïne, il soupçonne que l'Antares manque. Il tente de le joindre sans succès et fouille le port sans résultat. Le centre de secours demande à la base aéronavale royale de Prestwick d'envoyer un hélicoptère pour fouiller la zone au sud de Garrock Head. À 10h57, un hélicoptère voit des caisses à poissons et une nappe de pétrole, lançant une vaste opération de recherche avec un autre hélicoptère, des canots de Lamloche et Tron et des bateaux de pêche locaux. Le personnel de secours parcourt le rivage en voiture pour chercher toute personne ou objet échoué sur les rochers. Héroïne et Hercule III cessent de pêcher, remontent leurs filets et rejoignent les recherches.
À midi, le tranchant revient à Fast Lane après son exercice. Moins d'une heure avant l'accostage, l'équipage apprend qu'un bateau de pêche manque à l'appel. Charybde part vers le sud après l'exercice avec HMS Loutre. Il est rappelé pour participer aux recherches. À 13h20, Charybde devient coordinateur sur place. Le Britannia signale une nouvelle nappe de pétrole. Héroïne et Hercule III s'y rendent pour une recherche sonar de l'Antares. Vers 14h, ils découvrent une nouvelle épave à 55 degrés, 39 minutes, 5 secondes nord, 5 degrés, 3 minutes, 5 secondes ouest. 30 minutes plus tard, Charybde reçoit les coordonnées et marque l'endroit avec une bouée de surface. 40 navires de sauvetage et 33 bateaux de pêche poursuivent la recherche de survivants en mer et sur le littoral. Le 23 novembre, le navire auxiliaire maritime Royal Toreador confirme que l'épave est bien celle de l'Antares. Elle repose à environ 150 mètres sous la ligne de flottaison, orientée vers le nord-est, posée sur son flanc tribord. La perte de l'Antares est l'un des cas les mieux documentés concernant un sous-marin de la Royal Navy. L'enquête a mené à des directives de sécurité désormais imposées à tous les sous-marins de la Royal Navy et étrangers dans les eaux britanniques. Le rapport a conclu que la collision était due uniquement à une défaillance partielle de la structure et des normes de veille à bord du Tranchess. De 1980 à 1990, la Royal Navy et la branche d'enquête sur les accidents maritimes ont recensé plus de 15 enchevêtrements entre sous-marins et filets de chalut, causant surtout des dégâts matériels, sans pertes humaines ou navires coulés. 2 membres d'équipage ont été retrouvés dans l'épave, un 3e à l'extérieur et le 4e dans le filet d'un chalutier 5 mois plus tard. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir une autre catastrophe.